L'antisémitisme est un sujet qui revient régulièrement dans nos sociétés. On le voit aujourd'hui. En France aussi, l'antisémitisme fut très présent à une époque. Mais lorsque l'on évoque le sujet de l'antisémitisme en France, un nom revient tout particulièrement. C'est celui de Dreyfus. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'histoire de ce capitaine qui fut accusé à tort d'espionnage. En septembre 1893, le service de renseignement militaire affirme, grâce à une lettre missive, que des informations confidentielles mais d'importance relative allaient être confiées à une puissance étrangère. Cette lettre était adressée à l'attaché militaire allemand en poste à l'ambassade d'Allemagne. Cette découverte s'avère assez importante, à tel point que le ministre de la guerre de l'époque, Auguste Mercier, décide de mener 2 enquêtes. À ce moment-là, il était assez impopulaire car son action était perçue comme incompétente. Commence alors la recherche d'un coupable. La recherche est rapidement restreinte à un suspect en poste ou à un ancien collaborateur de l'état-major. Nécessairement artilleur puisque les documents provenaient du 1er, 2e, 3e et 4e bureau. Un coupable idéal est rapidement identifié. Ce coupable est le capitaine Alfred Dreyfus, polytechnicien et artilleur de confession juive et d'origine alsacienne. Au commencement de l'affaire, on insiste sur les origines alsaciennes de Dreyfus plutôt que sur sa religion. Celle-ci n'était pourtant pas exceptionnelle puisqu'on privilégiait les officiers de l'Est de la France pour leur double connaissance de la langue allemande et de la culture germanique. Joseph Reinach, un homme politique français, écrit « Dès cette première heure s'opère le phénomène qui va dominer toute l'affaire. Ce ne sont plus les faits, les choses examinées avec soin qui forment la conviction, c'est la conviction souveraine irrésistible qui déforme les faits et les choses. Les écritures du bordereau et du capitaine sont comparées puis analysées par un expert, le commandant Dupaty de Clam. Malgré des différences omniprésentes, leurs écritures sont présentées comme semblables. Le général Mercier tient un coupable. Il met alors exagérément en valeur l'affaire. Dupaty de Clam est nommé officier de police judiciaire et chargé d'une enquête officielle. Pendant ce temps, plusieurs informations sont ouvertes en parallèle, les unes sur la personnalité de Dreyfus et les autres sur la validité de la comparaison des 2 écritures. L'expert Gobert n'affirme pas être convaincu à cause des différences. Le général Mercier fait alors appel à un certain Alphonse Bertillon qui s'avère être l'inventeur de l'anthropométrie judiciaire, mais qui ne s'avère nullement expert en écriture. Suite à des pressions des militaires, il en conclut que Dreyfus peut être le responsable. Le 13 octobre 1894, Dreyfus est officiellement arrêté. Il refuse de se suicider ou d'avouer des faits qu'il n'a jamais commis. Dans le plus grand secret, il est incarcéré à la prison du Cherche-Midi à Paris. Son épouse, Lucine Dreyfus, est certes informée mais aussi menacée par Dupaty. Un mot, et c'est la guerre européenne. Elle est contrainte de se taire. C'est le 29 octobre 1894 que l'affaire est révélée par un entrefilet d'Adrien Papillot dans le journal antisémite d'Édouard Drummond, La Libre Parole. Cet événement place définitivement l'affaire sur le terrain de l'antisémitisme. Le 3 novembre, à Contrecœur, le général Saussier donne l'ordre d'informer le peuple. Le commandant d'Aumercheville, rapporteur auprès du Conseil de guerre, rédige un rapport à charge dans lequel les éléments moraux de l'accusation sont développés bien plus longuement que les éléments matériels. Le 4 décembre, Alfred Dreyfus est renvoyé devant le premier Conseil de guerre. Durant les 2 mois précédant le procès, la presse se déchaîne et les sentiments antisémites aussi. La Libre Parole, l'Autorité, le Journal, le Temps racontent toute la vie de Dreyfus au travers de récits orientés par l'état-major. D'autres journaux comme La Parole de la Croix justifient avec cette affaire des propos antisémites sur les juifs militaires. Tous ces journaux bénéficient aussi d'une mauvaise source d'information, l'état-major. Le 19 décembre, à 13 h, le procès s'ouvre et Dreyfus y clame son innocence. Les discussions montrent notamment une accusation qui s'avère très bancale. Lors du procès, l'état-major joue une dernière carte. La section des statistiques avait préparé 4 preuves absolues dans un dossier dont le contenu est encore incertain de nos jours. Le 22 décembre, après plusieurs heures de délibération, le verdict tombe. Dreyfus est alors condamné pour intelligence avec une puissance étrangère. Il est condamné à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée, c'est-à-dire au bagne ainsi qu'à la destitution de son grade et à la dégradation militaire.
ce qui veut dire qu'il perd tout un signe. De nombreux politiciens réagissent à l'affaire, dont Jean Jaurès et Georges Clemenceau, qui expriment leur mécontentement car il ne fut pas condamné à mort. Il est cependant à noter qu'ils n'étaient mal informés sur les faits de l'affaire, et c'est pour cela qu'ils finiront par soutenir Alfred Dreyfus. Le 31 décembre, le commandant du Paty se rend à la prison et propose à Dreyfus un allègement de sa peine en échange de ses aveux, ce que Dreyfus refuse. Le 5 janvier 1895 a lieu la cérémonie officielle de dégradation, où se rassemblent environ 20 000 personnes. Les témoins soulignent la dignité de Dreyfus qui continue de clamer son innocence tout en levant ses bras. « Soldats, on dégrade un innocent! Soldats, on déshonore un innocent! Vive la France! Vive l'armée !» L'adjudant de la garde républicaine lui arrache les insignes, les fines lanières d'or de ses galons, les parements des manches et de la veste. Enfin, il brise son sabre. Le 17 janvier, il est transféré au bagne de l'île de Ré. Le 21 février, il se rend dans un autre bagne, en Guyane. Il est à ce moment persuadé qu'il y passera le restant de ses jours. À partir de sa condamnation, des éléments et des hommes vont commencer à révéler la vérité sur l'affaire. La première personne qui se mobilisa pour le rétablissement de la vérité est le frère d'Alfred Dreyfus, Mathieu Dreyfus. Il réussit à convaincre divers modérés de se joindre à lui. En 1896, le journaliste Bernard Lazare se penche sur les zones d'ombre de la procédure et publie à Bruxelles un opuscule Dreyfusard. Celui-ci n'aura malheureusement que peu d'influence. Le vrai coupable de la trahison fut découvert par hasard de deux façons distinctes. Mathieu Dreyfus, d'une part, recueillit la dénonciation du banquier Jacques de Castro et le service de renseignement militaire. D'autre part, il s'en aperçut par une enquête. Découvrons l'histoire de cette enquête. En juillet 1895, le colonel Sander tombe malade et c'est donc le lieutenant-colonel Georges Picquart qui est affecté à la tête du service de renseignement. En mars 1896, Picquart, qui avait suivi l'affaire Dreyfus dès son origine, exige désormais d'avoir en sa possession les documents recueillis par Madame Bastion à l'ambassade d'Allemagne, et ce, sans intermédiaire. Il y découvre un document surnommé le Petit Bleu, une carte télégramme, ni datée, ni signée, destinée à être envoyée via le réseau pneumatique de Paris. Elle ne fut jamais envoyée et écrite par Schwarzkoppen et interceptée à l'ambassade d'Allemagne début mars 1896. Celle-ci est adressée au commandant Ferdinand Walsin Esterhazy. D'ailleurs, une autre lettre au crayon noir de von Schwarzkoppen démontre cette relation d'espionnage avec Esterhazy. C'est avec ces lettres que Picquart s'aperçoit avec stupéfaction que son écriture est exactement la même que celle du bordereau qui a servi à incriminer Dreyfus. Il se procure ensuite le dossier secret remis au juge au moment du procès et acquiert la certitude de l'innocence du capitaine Dreyfus. Tourmenté par la situation, il diligente une enquête en secret, et ce, sans l'accord de ses supérieurs. Une enquête démontre qu'Esterhazy avait connaissance des éléments décrits par le bordereau et qu'il était bien en contact avec l'ambassade d'Allemagne. Il est établi que l'officier vendait aux Prussiens de nombreux documents secrets dont la valeur était malgré tout assez faible. D'ailleurs, nous n'avons pas pris le temps de donner le profil d'Esterhazy. Esterhazy est un ancien membre du contre-espionnage français. Il y avait servi durant la guerre de 1870. Il est connu comme un homme à la personnalité trouble, à la réputation sulfureuse. Il est également criblé de dettes. Du point de vue de Picquart, c'est lui le coupable. Il avertit donc l'état-major qui va tenter de l'évincer de son poste afin de ne pas admettre une grosse erreur judiciaire. Selon l'état-major, ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Il convient alors de séparer les affaires Dreyfus et Esterhazy. La presse nationaliste lance une forte campagne contre les Dreyfusards naissants. Le doute commence à s'installer et des figures des milieux artistiques et politiques s'interrogent. Picquart tente de convaincre ses chefs, mais l'état-major fait la sourde oreille. Il est placé sous surveillance, éloigné dans l'Est, puis muté en Tunisie. C'est ce moment que choisit un certain commandant Henry pour passer à l'action en fabriquant un faux, le 1er novembre 1896. Ce faux Henry reprend l'entête et la signature d'une lettre quelconque de Panisardi et le texte central est rédigé par le commandant. J'ai lu qu'un député va interpeller sur Dreyfus. Si on demande à Rome nouvelles explications, je dirais que jamais j'avais les relations avec ce juif. C'est entendu. Si on vous demande, dites comme ça, car il ne faut pas qu'on sache jamais personne ce qui est arrivé avec lui. Avec ce faux, les doutes de l'état-major concernant l'affaire Dreyfus disparaissent. Il décide de protéger Esterhazy et de persécuter le colonel Picquart,
qui n'a rien compris. En parallèle de tout cela, les infos fuitent. Mathieu Dreyfus porte plainte contre Esterhazy. La polémique étant publique, l'armée ouvre une enquête. Le mouvement Dreyfusard, animé par Bernard Lazare, Mathieu Dreyfus, Jean Reinach et Auguste Schauer-Kestner, s'élargit. Émile Zola et Georges Clemenceau sont les plus connus des nombreux écrivains qui ont rejoint le mouvement. Le monde public n'accepte pas l'idée que l'affaire Dreyfus occupe toutes les discussions. Jules Méline, de ce temps président du Conseil, équivalent au Premier ministre sous la Ve République, déclare « Il n'y a pas d'affaire Dreyfus, il n'y a pas en ce moment et il ne peut pas y avoir d'affaire Dreyfus ». Le général de Pellieu est chargé d'effectuer une enquête. Celle-ci tourne court, l'enquêteur étant adroitement manipulé par l'état-major. Le vrai coupable, lui dit-on, est le lieutenant-colonel Picard. L'enquête s'achemine vers un non-lieu quand l'ex-maîtresse d'Esterhazy, Madame de Boulancy, fait passer dans Le Figaro des lettres dans lesquelles il exprimait violemment, une dizaine d'années auparavant, toute sa haine et son mépris pour la France et l'armée française. La presse militariste vole au secours du traître au travers d'une campagne antisémite jamais vue. La presse dreyfusarde réplique avec de nouveaux éléments. Georges Clemenceau, dans le journal L'Aurore, se demande « Qui protège le commandant ?» La loi s'arrête, impuissante, devant cet aspirant prussien déguisé en officier français. Pourquoi ? Qui donc tremble devant Esterhazy ? Quel pouvoir occulte que les raisons inavouables s'opposent à l'action de la justice ? Qui lui barre le chemin ? Pourquoi Esterhazy, personnage désapprouvé à la moralité plus que douteuse, est-il protégé alors que tout l'accuse ? Pourquoi un honnête soldat comme le lieutenant-colonel Picard est-il discrédité, accablé, déshonoré ? S'il le faut, nous le dirons. Avec ces pressions, Esterhazy est obligé d'avouer la paternité des lettres francophones publiées par Le Figaro. L'état-major décide de mettre en place un jugement pour Esterhazy et de l'acquitter pour faire fuir la protestation. Par erreur, un innocent a été condamné, mais par ordre, le coupable est acquitté. Pour beaucoup de républicains, cet acquittement constitue une atteinte aux valeurs fondamentales qu'ils défendent. L'agressivité commence à devenir le maître mot. L'affaire Dreyfus devient l'affaire. Le commandant Esterhazy est mis rapidement à la réforme, et devant les risques qui pèsent sur sa personne, il décide de s'exiler en Angleterre. Mais c'est avec l'arrivée de Émile Zola que l'affaire prend une toute autre tournure. En apprenant l'acquittement de Esterhazy, Zola est fou de rage. Et le 13 janvier 1898, il publie dans l'Aurore un des articles les plus célèbres de l'histoire de France. L'Aurore, à ce moment, se vendait habituellement à 30 000 exemplaires. Cet article se vend à plus de 300 000 exemplaires. Quel est donc le contenu de ce texte ? Il s'agit d'une attaque directe, explicite et nominative. Tous ceux qui ont comploté contre Dreyfus sont dénoncés, y compris le ministre de la Guerre et l'état-major. J'accuse apporte une description détaillée des éléments de l'affaire. On y retrouve deux idées principales. D'une part, l'État utilise son appareil pour imposer la limitation des procès à une simple affaire de diffamation, afin de le dissocier du cas Dreyfus et Esterhazy déjà jugés. D'autre part, les conflits d'opinion tentent de peser sur les juges ou le gouvernement pour obtenir les uns la révision du procès et les autres la condamnation de Zola. Cependant, l'objectif d'Émile Zola est atteint, l'ouverture d'un débat public aux assises. Le 15 janvier 1898, le journal Le Temps publie une pétition réclamant la révision du procès. On y retrouve tant d'écrivains comme Émile Zola, Anatole France, Émile Duclaux, Daniel Halévy, Fernand Grecque, Félix Séron, Marcel Proust ou encore le peintre Claude Monet, Jules Renard et Gabriel Manod. Le général Billaud, alors ministre de la Guerre, porte plainte contre Zola et Alexandre Perreux, le gérant de l'Aurore, qui passe devant les assises de la Seine du 7 au 23 février 1898. Ça va les rendre momentanément impopulaires. Commence alors un deuxième véritable procès dans l'affaire Dreyfus, celui de Émile Zola. Son avocat, Fernand Laborie, fait venir plus de 200 témoins. La réalité de l'affaire Dreyfus, inconnue du grand public, est diffusée dans la presse et notamment dans les journaux Le Siècle et l'Aurore. Ce procès est aussi le lieu d'une véritable bataille juridique, dans laquelle les droits de la défense sont sans cesse bafoués. De nombreux observateurs prennent conscience de la collusion entre le monde politique et militaire. À l'évidence, la Cour a reçu des instructions pour que la substance même de l'erreur judiciaire ne soit pas évoquée. Le président de l'Augurgue, à revérifier, prétendant l'allongement de la durée des audiences, jongle sans cesse avec le droit pour que le procès ne traite que de la diffamation reprochée à Zola. Il prononce à plusieurs reprises une phrase qui deviendra célèbre:
La question ne sera pas posée. Émile Zola est condamné à 1 an de prison et à 3000 francs d'amende. Néanmoins, ce procès reste une victoire pour les Dreyfusards. En effet, l'affaire et ses contradictions ont pu être largement évoquées tout au long du procès, en particulier par les militaires. Le 2 avril, une demande de pourvoi en cassation reçoit une réponse favorable. Les juges du Conseil de guerre, mis en cause par Zola, portent plainte pour diffamation. Le procès finit par être ajourné et les débats sont repoussés au 18 juillet. Laborie conseille à Zola de quitter la France pour l'Angleterre, et c'est ce qu'il fait pendant 1 an. Les accusés sont à nouveau condamnés. Quant au colonel Picquart, il se retrouve à nouveau en prison. La France fait de nouveau face à des émeutes antisémites. L'affaire sera relancée après mai 1898 et les élections législatives. En effet, Godefroy Cavaignac, nouveau ministre de la guerre et anti-révisionniste farouche, veut définitivement montrer la culpabilité de Dreyfus en tordant le cou au passage à Esterhazy, qu'il tient pour un mythomane et un maître chanteur. Il est absolument convaincu du rôle de Dreyfus dans cette affaire. Il décide alors d'enquêter lui-même, dans son bureau avec ses adjoints, et rapatrie le dossier qui compte alors 365 pièces. Il tente de trouver des raisons à la condamnation de Dreyfus. En parallèle, un conseil d'enquête est formé pour enquêter sur Esterhazy, devant lequel celui-ci panique et avoue ses rapports secrets avec le commandant Henry. C'est la chute. La collision entre l'état-major et le traître est révélée. Le 30 août, Cavaignac se résigne à demander des explications au colonel Henry, qui fera des aveux complets. Il se retire au Mont Valérien le lendemain. Le président du Conseil force le ministre à démissionner. La France est à ce moment morcelée. Le paysage politique est totalement bouleversé. En 1899, l'affaire prend de plus en plus de place sur la scène politique. Le 26 septembre 1898, le garde des Sceaux saisit la Cour de cassation. Le 3 juin 1898, Zola revient enfin d'Angleterre. En 1899 débute le procès de Rennes, le dernier procès, le vrai procès de Alfred Dreyfus. Ce n'était qu'en 1898 qu'Alfred Dreyfus apprit ce qui se passait en France. Et il n'arrive que le 1er juillet 1899 en métropole. Le procès s'ouvre le 7 août, dans un climat très tendu. Rennes est en état de siège. Esterhazy et Dupaty ont été exécutés. Le 14 août, l'avocat du capitaine, Laborie, est victime d'un attentat alors qu'il se rend au tribunal. Il ne revient que le 22 août. C'est le 9 septembre 1899 que la cour rend son verdict. Alfred Dreyfus est reconnu coupable de trahison, mais avec circonstances atténuantes. Il est condamné à 10 ans de prison et à une nouvelle dégradation. Le lendemain, après avoir longuement hésité, Dreyfus dépose un pouvoir en révision. Waldeck-Rousseau, dans une position difficile, aborde pour la première fois la grâce. Pour Dreyfus, c'est accepter la culpabilité, mais il accepte. Il est libéré le 21 septembre. Le 7 novembre, Waldeck-Rousseau dépose une loi d'amnistie couvrant tous les faits criminels ou délictueux connexes à l'affaire Dreyfus ou ayant été compris dans une poursuite relative à l'un de ces faits. Les Dreyfusards s'insurgent. Ils ne peuvent accepter que de véritables coupables soient absents pour leurs crimes d'État, alors que Zola et Picquart doivent être jugés. Préférant éviter un 3e procès, le gouvernement décide de gracier Dreyfus, sans pour autant l'innocenter. C'est en 1906 que Dreyfus est innocenté, puis réhabilité dans l'armée, puis il reçoit la Légion d'honneur. En raison de son âge, il demande sa retraite en juin 1907. Il sera malgré tout mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, au Chemin des Dames en 1917 et à Verdun en 1918. Pour conclure, on peut dire que l'affaire Dreyfus marqua un tournant, celui du début de la lutte contre l'antisémitisme en France. Il mit pour la première fois sur le devant de la scène un sujet auparavant tabou. Cet événement ne marqua pas la fin de l'antisémitisme en France, mais il fait partie intégrante d'une prise de conscience qui marqua notre histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à vous abonner pour en avoir d'autres. À la prochaine!